Bonsoir, eh bien, on se retrouve comme chaque mercredi pour C'est dans la presse saison 2 et c'est ce soir le troisième numéro. Alors, ce soir, trois invités, même deux. D'abord, Jean-Claude Rode, bonsoir. Bonsoir, Dani. Un habitué de l'émission, directeur du Progrès Social. Et aussi une chanteuse ce soir avec nous, Mimi Nelzi. Bonsoir, Mimi. Bonsoir, Dani. Alors, j'ai invité ces gens-là parce qu'ils sont tout à fait différents, mais enfin, on va voir tout à l'heure que les différences ne sont pas aussi importantes qu'on le croit. Et ce soir, comme on l'avait dit la semaine dernière, on débute notre revue de presse avec Perle. Bonsoir, Perle. Bonsoir, Dani. Bien travaillé? Ça va. Pas trop compliqué? Non, pas trop compliqué. Pas trop de journaux? Un petit peu quand même, mais bon, oui. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Bien, alors, on va commencer avec Jean-Claude, mais on reviendra très rapidement vers Mimi. Alors, Jean-Claude, il y a peut-être moins d'une année, vous avez lancé une nouvelle formule de votre journal Le Progrès Social. 8 mois après, est-ce qu'on peut dire que ça a décollé? Ah oui, oui, sans aucun doute, non seulement au niveau de je dirais la qualité même du journal. Je crois qu'on a des retours tous les jours, enfin, toutes les semaines, des lecteurs qui sont extrêmement satisfaits, à la fois par la mise en page et aussi par vraiment le contenu rédactionnel, qui est plus varié encore qu'avant et qui intéresse, qui présente des sujets qui ne sont pas souvent traités dans les autres médias. Donc je crois que c'est un des points forts de cette nouvelle formule. Alors, est-ce que vous parlez beaucoup de l'artistique, puisqu'on a une chanteuse près de nous? J'ai pas vu encore d'article sur si. Alors peut-être pas sur elle, effectivement, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi d'ailleurs. Oui. Mais non, nous avons assez régulièrement quand même des pages culturelles sur les arts plastiques, sur les expositions. Sur le zouk. Assez peu en fait, c'est vrai, sur la musique. Beaucoup moins sur la musique que sur d'autres formes. C'est un choix rédactionnel Je ne dirais pas que c'est un choix, je crois que c'est plutôt une contrainte. Une contrainte. On va y revenir. Mimi, rebonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la chanteuse la moins connue de la Guadeloupe, qui a envie de dire ça. Ouais, j'espère pas, je mais vous bon, embête, écoutez. je vous embête. Non. Alors, je vous ai invité parce qu'en fait, j'avais envie, bien sûr, que d'autres Guadeloupéens vous découvrent, parce que vous êtes connus, vous avez déjà fait 2 CD, ça marche. On aime bien ce que vous faites. Moi, personnellement, j'aime, c'est pourquoi vous êtes là ce soir. Merci. Et par contre, c'est pas un reproche, je vous disais dans un entretien paru sur CCN que vous étiez sous-médiatisé. Pourquoi? Ou pas assez médiatisé? Par rapport à certainement la musique que je fais, le type de musique que je fais, qui n'est pas forcément, qui n'a jamais, enfin, je dirais pas jamais, c'est peut-être pas vrai, mais moi je fais de la soul music, un petit peu modernisée, hein, pas vraiment à l'image de ce qui s'écoutait dans les années 60-70. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les Guadeloupéens ont plus l'habitude d'écouter autre chose. Et donc, autre chose, c'est quoi? C'est évidemment du zouk, la musique internationale, le dancehall, voilà, tout. C'est exprès que vous avez choisi d'être dans un créneau difficile? C'est pas exprès. C'est une phrase que je dis à chaque fois. Si j'ai choisi de faire du chant, de la musique en tout cas, c'est pour faire cette musique-là. Sinon, rien d'autre. C'est ça ou rien d'autre. C'était ça ou rien, quoi. Déjà. Comme Victor Hugo qui fait la poésie ou rien, quoi. Oui, c'est d'abord une passion et je me suis dit, j'ai envie d'essayer, faire ce que j'aime. Et voilà, c'est sûr que maintenant la musique, le chant, voilà, c'est très large. J'aurais pu faire plein d'autres choses. J'ai la chance de collaborer avec des personnes qui font autre chose aussi, c'est très intéressant. Mais moi, je m'épanouis dans la musique dite urbaine, soul, quoi. Et alors, curieusement, on vous voit quand même en back voice sur d'autres albums qui sont zouk. Oui. Ça veut dire que finalement, quelque part, vous surfez sur les deux styles. Mais après, bon, on peut pas retirer ce que je suis. Je reste caribéenne, antillaise. Le zouk, il est en moi. Je suis, je pense, apte, on va dire. Oui. Après, s'il fallait le faire, vous auriez pu le faire. Alors, je vais quand même rétablir certaines vérités. Il faut savoir que je suis aussi choriste. Oui. Donc, c'est un métier, chanteuse, oui, choriste. Voilà. Et quand on a besoin de mes services, je réponds présente en général. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et le tout premier titre sur lequel j'ai posé, c'était sur un titre zouk, bon, lusophone, enfin un portugais, mais un titre zouk il y a ça déjà 10 ans. Donc mon premier enregistrement. Lusophone, pas créolophone, lusophone. Mais c'était un Angolais, donc ouais. à l'époque, donc ça s'est fait comme ça, c'était en métropole.
Et puis évidemment, si on a besoin de moi pour des chœurs en zouk, je l'ai déjà fait sur scène, j'ai déjà accompagné pas mal d'artistes d'ici et je le fais toujours avec D'ailleurs, plaisir. on voit souvent avec Dominique Coco. Évidemment, mais il y a aussi d'autres artistes que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Vraiment, l'une de mes plus belles fiertés, c'est d'avoir accompagné Tana Serval récemment. Et puis après, d'autres artistes. Alors, voilà. je posais la question tout à l'heure à Jean-Claude Rode, qui est directeur du Progrès Social. Pourquoi dans son journal, on n'avait jamais parlé de vous? Est-ce que vous avez, enfin non, c'était pour lancer le débat, mais est-ce que vous sentez quand même que les journalistes guadeloupéens des médias sont orientés vers un style de musique plutôt que vers un autre? Non, je ne pense pas. Après, nous les artistes, on a aussi ce travail de faire la démarche vers les médias. C'est sûr que, bon, même si j'ai jamais eu l'occasion de venir vous apporter mon travail. Dire, est-ce que vous avez déjà lu son journal? Je connais de nom. De mais nom, non, oui, c'est ça. Voilà. Malheureusement, oui. Vous êtes deux inconnus, c'était bien ça. Le point de rencontre, c'est dans la presse, c'est ça. Écoutez, c'est aussi à moi de faire cette démarche-là qui n'a pas forcément été faite. C'est vrai que nous, on va d'abord voir les radios parce que c'est eux qui diffusent la musique. C'est vrai que c'est plus difficile de faire une chronique sur un papier. Après, je pense malheureusement qu'il manque peut-être de critiques ici. Il y a des passionnés de musique, c'est sûr, mais des gens qui prennent le temps de faire de vraies chroniques en connaissant vraiment tous les différents styles, en connaissant l'histoire de la musique. Malheureusement, c'est encore assez rare. Donc, nous, on a peur aussi d'avoir des papiers pas forcément à l'image de ce qu'on veut présenter à la population. Donc voilà, mais non, après je pense que si vraiment il y avait une réelle communication entre les médias et les artistes, je pense qu'ils seraient contents de parler de tout ce qui se fait ici aux Antilles. Alors on va revenir tout à l'heure vers vous, puisqu'on va avoir un extrait de votre album et le titre phare, l'essentiel. Mais je reviens vers Jean-Claude Rode, qui disait tout à l'heure que ne pas parler de musique, c'était une contrainte. Je crois qu'elle vient d'expliquer exactement le problème. Un peu de mots, très peu de mots. Je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose. Oui. Parce qu'effectivement, je crois que lorsqu'on a un média écrit, c'est très important d'avoir des spécialistes, des personnes qui connaissent le sujet. Oui. Et nous actuellement, enfin au Progrès Social en tout cas, on n'a pas de spécialistes de la musique. Donc c'est pour ça que moi je préfère ne pas m'engager dans un domaine que je ne maîtrise pas complètement. Et donc c'est la raison principale, c'est pour ça que je disais que pour nous c'était une contrainte, c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas de rubrique régulière sur la musique, enfin ce qui se fait en Guadeloupe. D'accord. Une question, Père, peut-être? Oui, je voulais justement lui demander, le Progrès Social a été fondé justement depuis 1957. On voulait savoir justement comment il a fait pour perdurer dans le temps, pour traverser les générations, pouvoir vraiment être là toujours. De la presse, là. Comment il a fait pour perdurer? Je crois que déjà c'est je dirais que c'est presque un sacerdoce. Je crois que comme mon père l'a créé avec son frère, je crois qu'ils avaient vraiment la foi dans ce journal et ils me l'ont peut-être un peu transmis puisque j'ai pris le relais il y a une quinzaine d'années. Et avec toujours le souci justement de pérenniser ce média, donc de faire en sorte que déjà que financièrement, puisqu'il faut en parler, que financièrement il soit pas rentable, mais en tout cas qu'il puisse vivre. Et faire vivre au moins survivre dans le contexte actuel. Je crois qu'on y est parvenu. Et bon, même si, vous savez, comme toute entreprise, parce que c'est une entreprise, hein, elle a des salariés, elle a des clients. Et donc, comme toute entreprise, rien n'est jamais sûr. Vous savez, même les plus grandes entreprises peuvent péricliter du jour au lendemain. On a plein d'exemples. Mais nous, on essaye en tout cas de stabiliser, on a essayé de stabiliser le financement du journal. Et en essayant toujours de garder un cap et de progresser, je dirais, de semaine en semaine, d'année en année. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Et la transformation d'un tabloïd en magazine, c'est pas fait sans mal. Ça s'est pas fait sans mal. Vous savez bien qu'on a pris à peu près 2 années, puisqu'il fallait réfléchir à ce qu'on voulait faire.
il fallait trouver les moyens techniques, il fallait assurer, je reviens là-dessus, le financement. Et après avoir fait tout cela, on a sauté le pas et on ne s'en porte pas plus mal. Ouais. Alors justement, on a effectué un petit reportage dans vos locaux, voir un peu comment ça fonctionne, parce que j'ai cru comprendre qu'en Guadeloupe, avoir un journal, c'est d'abord avoir une imprimerie. Alors peut-être que l'histoire de tous les titres qui sont nés et qui sont malheureusement qui ont malheureusement disparu, peut-être va conforter ce que vous venez de dire. Mais je pense quand même que c'est pas une condition nécessaire. Ceci dit, le fait d'avoir un support de fabrication, un moyen de fabrication, ça limite les coûts et puis surtout ça sécurise la production du journal. Oui. Ouais. Et votre imprimerie est au service du journal ou c'est d'abord une... Alors c'était l'inverse avant, et maintenant en fait c'est devenu l'imprimerie du journal, alors qu'avant c'était une imprimerie qui portait en quelque sorte le journal. Maintenant on a intégré le tout et donc c'est l'imprimerie du Progrès social, qui d'ailleurs s'appelle LPS Imprimerie. Ce ne sont plus deux entités distinctes. Voilà, c'est une seule entité. Seule entité. Tout à fait. Et alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'imprimerie, parce que on le dit souvent, c'est le numérique. Vous produisez votre journal, tout à l'heure on parlera avec Mimi qui produit ses albums. Quand on produit son journal, est-ce qu'on se sent plus libre par rapport aux annonceurs, par rapport aux clients, par rapport aux lecteurs, etc. À plusieurs niveaux. On se sent effectivement plus libre parce qu'on maîtrise la chaîne de bout en bout. De production. On a beaucoup plus de souplesse. Oui. Parce que nous, on peut faire des changements à la limite de dernière minute. Et ça arrive souvent? Ça arrive, oui, régulièrement, et je pense de plus en plus. Et puis, si vous voulez, le fait d'avoir une production intégrée, ça permet de ne pas être soumis aux aléas extérieurs des autres prestataires qui seraient amenés à intervenir dans la production. Alors, je vais vous poser une dernière question sur cet aspect technique et on va revenir à Mimi tout à l'heure. Aujourd'hui, faire un progrès social, ça prend combien de jours? C'est-à-dire entre le moment où on écrit le journal et le moment où il sort? Une semaine. Une semaine, non. Oui, mais la production technique. Non, la production technique, je dirais 3 jours. 3 jours. 3 jours. Par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça prenait plus. Mais surtout, c'est qu'il y a 10 ans, on faisait beaucoup moins. On avait moins de pages, on avait pratiquement pas de couleurs, pas de photos. Et alors que maintenant, on arrive à sortir un magazine qui n'a rien à envier à des magazines internationaux et avec des moyens qui sont certainement plus réduits, mais en tout cas plus souples. Alors, on revient vers Mimi Nelzi, justement parce que Mimi Nelzi, vous avez une autre particularité, c'est que vous produisez vous-même vos albums. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus vraiment une exception. Hein. De plus en plus, les artistes sont contraints finalement de se produire eux-mêmes. Pourquoi vous dites contraints? Parce que si j'avais eu le choix, moi c'est un choix, j'ai vraiment décidé, mais je pense que beaucoup d'artistes, s'ils avaient pu être portés par des personnes qui pourraient financer le projet, les aider, les accompagner, je pense que si on leur donnait le choix, ils auraient choisi la facilité de manière à se tourner plus dans leur création, d'être plus concentrés sur leur création. Moi, je précise que c'est un choix dans le sens où, dès le départ, quand j'ai commencé le chant, je suis partie avec peu de choses. J'ai décidé, moi, de porter moi-même un projet. C'était mon défi personnel. C'est pas mon métier à la base. J'avais un autre métier à l'époque. Donc, vous avez appris à être productrice? J'ai appris, je me suis documentée, surtout. Je me suis documentée à savoir comment s'autoproduire, comment un jeune artiste... quelles sont les différentes étapes. Et je me suis aussi renseignée auprès d'autres artistes qui avaient déjà amorcé ces étapes-là aussi de leur côté. Et puis voilà, on monte des marches, hein, c'est ça. Donc au final, il faut surtout des fonds, puisque être producteur, c'est surtout avoir ses propres fonds, sans aide, forcément.
et ensuite diriger soi-même toutes les étapes de la fabrication du CD, depuis évidemment l'écriture, la création, jusqu'au concret, c'est-à-dire faire le CD physique, ou même maintenant tout est dématérialisé, on peut y arriver aussi, mais bon, c'est toujours un peu les mêmes démarches, et évidemment être en règle avec les différents organismes par rapport à la distribution, à la sortie d'un album qui sera distribué et en vente. Oui, je crois que l'industrie du disque a subi et a dû s'adapter aux nouvelles contraintes du numérique. La numérisation, ça a bouleversé énormément de secteurs économiques et ça continue à le faire. Que, par exemple, dans les secteurs de la vente à distance, il y a des bouleversements extraordinaires qui sont en train de se mettre en place. Je crois que l'e-commerce, ce qu'on appelle l'e-commerce. Oui, l'e-commerce. Je crois que dans le secteur du disque, dans le secteur du cinéma, du livre aussi, et du livre, et moi je suis très concerné par justement l'écrit, la production d'écrit. Je crois que ça met en place une nouvelle économie à laquelle il faut que les acteurs anciens, je dirais en tout cas ceux qui sont déjà là, s'adaptent. Parce que ça ne veut pas dire que l'ancienne économie va disparaître, mais il y a des créneaux qui vont se mettre en place et qu'il faudra savoir les prendre et savoir s'adapter pour ne pas disparaître. D'ailleurs, peut-être je vous donne la parole, d'ailleurs, Mimi, votre premier album était physique et le deuxième, finalement, vous avez surfé entre les deux. Le premier était physique. Je me posais déjà la question, il est sorti en 2009, mais c'était déjà un risque à l'époque. Mais en tant qu'artiste, je pense que tout le monde veut avoir son petit jouet, enfin son petit... oui, voilà, le résultat de son travail dans ses mains. Donc il était hors de question que je fasse uniquement une version virtuelle, voilà. Par contre, le deuxième a été différent. C'est sûr que là, 2 ans maintenant dans le monde de la communication, 2 ans, c'est énorme. Et maintenant, sortir un CD et pouvoir le vendre, ça devient compliqué dans sa forme matérielle même. Et c'était la facilité pour moi de le sortir juste en version virtuelle. Alors, je précise quand même que Creole Seasoning, qui est sorti en 2011, il est donc disponible sur le net en version MP3. J'ai voulu quand même... Vous donnez l'adresse. Alors, surtout les sites, toutes les plateformes, iTunes, Amazon, enfin bon, je ne comptais pas les citer, mais si Bandcamp, qui est un site par contre, moi, dont j'ai un peu plus la main mise sur ça, donc bandcamp.com. Et en fait, j'ai aussi voulu sortir quelques exemplaires, 150 pour tout vous dire, de ce deuxième CD. On a encore du mal à s'en défaire de ce matériel, mais par contre, il faut qu'on reste compétitif. Les gens achètent de moins en moins les CD physiques. Ils demandent vraiment le virtuel. Parce que, voilà. Mais est-ce difficile en fait d'avoir la double casquette, donc d'être artiste et en même temps productrice? C'est difficile parce qu'à un moment, on perd un peu les pédales, on ne sait plus trop où on est, on perd du temps pour créer, on est toujours, il faut penser en termes de coûts, voilà, enfin, il faut gérer tout ça, donc c'est un peu nocif, on va dire, pour le travail de création. Après, c'est vraiment 2 métiers en fait. C'est 2 métiers. Moi, je dis que j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi ma propre commerciale, puisque c'est moi-même qui démarche, c'est moi-même qui fais mes communiqués de presse, puisqu'on est là pour parler de ça, qui envoie à la presse et tout ça. Donc, je fais vraiment de tout. Mais après, j'assume. J'ai décidé de le faire comme ça. Et même, il faut que j'aille jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant parce qu'il faut penser à tout et il faut en plus le faire le mieux possible pour tenir la route. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, vous faites du R&B en créole? On peut dire ça comme ça. On va écouter d'ailleurs un extrait d'un morceau que j'aime particulièrement. Oui. Rapidement, l'historique, l'essentiel, qu'est-ce que c'était pour qu'est-ce qui est essentiel? L'essentiel, moi je suis quelqu'un qui réfléchit un peu trop parfois et ça c'est né tout simplement d'une réflexion qu'on peut tous avoir. C'est qu'à un moment on voit tout le monde consommer à outrance, on se dit mais on perd un peu le fil de ce qui est important, à savoir qu'on peut avoir très peu en matériel et se consacrer plus à des valeurs plus importantes telles que la famille, des choses comme ça. Et donc l'essentiel, ça parle un peu de ça, qu'il faut des fois faire un peu marche arrière, oublier que la vie, c'est pas que les grosses voitures et tout ça,
Mais on peut aussi faire un peu plus de sport, par exemple. Tiens. Par exemple, on va voir ce qui est essentiel pour nous. Voilà donc un extrait assez significatif. Alors, un clip comme ça, c'est véritablement un film. Vous l'avez produit aussi? Oui. Pas réalisé quand même? Non. J'ai produit le film. Oui. Enfin, vous voyez le clip. Non, j'ai appelé... Il y a un vrai scénario là. Hein. Oui, mais c'est fait pour. Hein. J'ai contacté Jean-Luc Stanislas. Je l'ai appelé parce que c'est lui que je voulais pour réaliser un clip. Je suis partie du principe que je ne voulais pas un clip traditionnel dans le sens du déjà vu, avec la traditionnelle plage, oui, les belles voitures, voilà, les belles filles. Voilà, je voulais quelque chose d'autre et je pensais que cela, c'était à même de me proposer une vision différente de notre culture. Et donc il a travaillé, c'est vraiment lui qui a travaillé sur un scénario avec ses idées un peu folles à lui. Enfin, c'est vrai que lui, là, il a vraiment une profusion d'idées. Et après, mais moi, je l'ai soutenu dans son parcours. J'ai dit, écoute, ta carte blanche. Et donc, on a appelé tous les amis, on a fait tout ça tous ensemble. Et je garde encore un bon souvenir de ce tournage. Ouais. Alors, est-ce que ça passe suffisamment sur les médias? Oh, il est passé ce clip, il a déjà 2 ans, presque 3 ans même déjà. Et il vit encore parce qu'il y a des gens qui le découvrent encore aujourd'hui. C'est le cas de Jean-Claude oui, aussi. donc, c'est pas tel que vous l'avez déjà non, vu? je connaissais un peu quand même. D'ailleurs, avant de venir à cette émission, je n'avais jamais entendu parler de Mimi. Mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Et donc, quand je l'ai rencontré, c'est exactement la même chose que je l'ai dit. Et donc, j'ai quand même pris le temps de chercher un peu. De chercher. Alors, ça a été une double découverte. Oui. Parce que la musique qu'elle fait, moi, ça m'a vraiment emballé. On est deux pareils. J'ai trouvé... Non, sincèrement. Oui. Et après, quand j'ai vu le clip, j'ai été encore plus... scotché sur mon siège parce que je me suis demandé mais
comment c'était possible que je n'avais jamais vu ça. Vous avez exactement la même réaction. Elle est là pour témoigner quand j'ai rencontré. Et en plus, je trouve, non, mais sans mentir, je trouve que il y a une qualité dans on parlait d'un scénario, mais c'est vrai que c'est un clip qui sort des sentiers battus et qui est tenu, qui est soutenu par une musique et une voix. Ah, vraiment, extraordinaire. Moi qui m'a rappelé effectivement, je crois que c'est un peu la folk des années 70. À l'époque, on était un peu adolescents. Voilà, vous étiez déjà un peu plus... plus qu'adolescent. J'étais un peu plus qu'adolescent quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une musique qui, de toute façon, nous touche profondément. En plus, c'est une musique qui accompagnait aussi les mouvements, je dirais, revendicatifs des Noirs américains à l'époque. Et sincèrement, ça m'a beaucoup plu, beaucoup touché. Moi, je pense que ce que vous avez fait, Mimi, si vous êtes là d'ailleurs, c'est bien pour que ça, qu'on fasse, non pas de la promo, mais qu'on fasse connaître un peu plus. Et je pense que ce clip, ces deux disques méritent vraiment d'être reconnus. Et je suis sûr que Jean-Claude se débrouillera pour en parler dans son journal de ces fois. Alors, avant de passer à la revue de presse, mais la deuxième partie, on va parler un petit peu plus de politique avec Jean-Claude, je voudrais quand même, Mimi, que me dire un peu ce que vous pensez, par exemple, produire quelqu'un. Parce que maintenant que vous avez appris le métier, puisque vous êtes chanteuse, artiste, productrice, j'ai compris, scénariste et aussi attaché de presse de vous-même, est-ce que maintenant vous avez l'ambition de produire des gens? Ça vous tente? J'y ai pensé au départ. J'ai d'ailleurs créé une structure dans ce sens-là, une structure de production musicale. J'y ai pensé maintenant. Qui a un nom un petit peu africain, je crois. Pardon? Qui a un nom un peu africain. Union Press. Oui, oui, c'est une petite création à moi. Enfin voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, je prends beaucoup de recul parce que c'est vraiment déjà difficile de me gérer moi-même. Et je me dis, c'est quand même jouer avec la vie, la créativité d'un artiste. Il faut vraiment pouvoir être à 100% avec lui, pouvoir l'aider et pouvoir le soutenir, surtout financièrement. J'aime bien découvrir les nouveaux artistes, voir un petit peu qui je pourrais potentiellement aider, mais au jour d'aujourd'hui ce serait difficile, même avec l'envie, il me manque encore mais ça veut dire que vous n'irez jamais chez un producteur? Je pense pas, non. Oui. Bah, après on sait jamais. Si le major vous téléphone, vous découvre, bon. Non, de toute façon... C'est le fantasme de tous les chanteurs. Hein, oui, ça, mais pas le mien. Major qui appelle un jour. Oui, peut-être, mais pas moi. Parce que moi, malheureusement, je suis assez... je défends aussi comment dire... je perds mes mots. Je défends surtout... la liberté de l'artiste, et au jour d'aujourd'hui, les majors ne proposent pas du tout de solution, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout de A à Z et l'artiste n'est qu'un pion. On jette après d'ailleurs. Qu'on jette aussi sec quand ça marche plus et c'est atroce de voir ce qui se passe en ce moment parce que les artistes que l'on voit à la télé, évidemment, ils sont tout le temps devant, ils gagnent leur argent, ça c'est sûr, mais je suis pas sûre qu'ils gèrent grand-chose. Donc c'est dommage parce que ce sont des marionnettes qu'on a à la télé. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Trace, c'est-à-dire l'envie absolument d'être sur Trace un jour? Non. Pas une fin en soi. Ouais, non, pas du tout. Ça vous turlupine pas votre ça aurait pu au départ quand j'étais un petit peu naïve, mais au jour d'aujourd'hui, non, on peut vivre sans certains médias. Je trouve ça quand même intéressant, la démarche de Mimi, parce qu'elle permet justement de donner la possibilité aux autres artistes et, comment dire, aussi l'inspiration de pouvoir produire et d'aller du début jusqu'à la fin, comme vous, justement, votre journal, et de pouvoir aller encore plus loin, quoi. Moi, je trouve ça encore plus... j'avais vraiment le mérite de pouvoir le faire. Après, je précise, je te remercie. Ensuite, je suis vraiment pas la seule. On est de plus en plus nombreux, c'est sûr. Et c'est vrai qu'un artiste qui a vraiment des choses à défendre, une créativité à défendre, se dit que maintenant, il n'a plus vraiment le choix. Il faut qu'il fasse tout lui-même. Et je pense qu'après, on a quand même beaucoup plus de bénéfices au final. Et on a surtout de l'estime pour soi-même. Mais ça n'a pas de prix. Hein. Et la liberté. Et surtout la liberté, bien sûr.
Bien, Mimi, ne partez pas, parce qu'on va encore vous parler tout à l'heure. On va revenir à des choses moins artistiques, puisqu'on va parler de presse et de journaux. Et c'est l'heure de la revue de presse, le moment de la revue de presse, parce que désormais, chaque semaine, c'est vous qui allez nous présenter ce que vous avez retiré ou ce que vous avez vu des journaux. Alors, question, quoi de neuf dans la presse cette semaine? Alors, quoi de neuf dans la presse en couverture de la nouvelle semaine? Donc, il y a Georges-Paul Langevin qui relance la lutte des classes. Donc, en page 22, en gros titre, la fondation de l'école, le chantier est ouvert. Un long article a été dédié justement grâce au journaliste Daniel Rollet qui explique que Georges-Paul Langevin, ministre délégué à la réussite éducative, est en visite sur son île natale le 17 septembre dernier et a rassemblé les énergies contributives de l'ensemble de la communauté éducative, des élus locaux et de la société civile avec l'ouverture d'un colloque à l'Institut Les Rassembleurs, Refondons l'école de la République. Donc l'enjeu est de taille, il s'agit rien de moins que de revaloriser le statut finalement de la profession d'enseignant en mal de confiance ces dernières années, et cela dans l'intérêt final de l'enfant bien évidemment. Et le journaliste justement a souligné dans ce magazine que la priorité de la ministre, c'est de lutter contre l'échec scolaire. Notre objectif, il est ambitieux, dit-elle, redonner du sens à l'école de la République, c'est très important, lui redonner toute sa place qu'elle mérite et offrir à notre jeunesse les moyens de la réussite pour construire ensemble l'école de demain. Dans le progrès social justement de cette semaine en page 8, le ministre soulignait une fois de plus sa volonté de prendre en compte les idées nouvelles susceptibles de renforcer la performance du système éducatif et de lutter contre l'échec scolaire qui malheureusement progresse dans notre pays. On va quand même parler de l'affaire Charlie Hebdo. Mais justement, tout le monde en parle. Charlie Hebdo, c'est le sujet de la semaine. Donc justement, avec le gros titre « Intouchable, faut pas se moquer ». Et dans Le Point, un article de 2 pages a été consacré justement à ce sujet, à l'islam. Mireille Dutheil, qui est la journaliste, explique en page 58 que l'histoire ressemble à une pitoyable revanche de Al-Qaïda et que la planète musulmane s'est enflammée de surcroît. Donc il aurait suffi que la date symbolique justement ait été mise en avant le 11 septembre et que 2 extrémistes, l'un chrétien évangéliste de Californie associé à un cinéaste copte douteux et coutumier de films à peu près pornographiques et l'autre de salafistes djihadistes plus ou moins liés à Al-Qaïda. Donc, pour jeter les islamistes purs et durs dans la rue. Donc, résultat de toute cette affaire qui fait des tapages dans les journaux, c'est la mort quand même de 4 Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Donc, ce qui est quand même assez grave. C'est la réaction et le coup de colère des fondamentalistes lorsqu'ils jugent que le prophète ou l'islam ont été attaqués. Donc, cette fois, les 13 minutes d'une vidéo nullissime qui n'a fait aucune audience sur YouTube justifient mal cette explosion de violence. Donc, selon l'Express quand même de cette semaine en page 80, avec le titre « Printemps arabe et amer-automne », Vincent Augueux, qui était un envoyé spécial qui était sur les lieux, rapporte les faits concernant les attaques contre les ambassades occidentales, téléguidées par des agitateurs influents, mais minoritaires. Donc, ça ne marque que le début d'un désenchantement justement démocratique dans le monde arabe. Donc, elles sont simplement le symptôme, parmi d'autres, d'un dysfonctionnement plus profond. Alors, on va revenir peut-être sur Obama, parce que c'est la période des élections bientôt qui s'approche. Et exactement. On sait que ça commence à chauffer pour le Black President. On ne parle que de lui, en fait, dans les journaux. Donc, le Black President, il est de retour, il est là. Il est en couverture de la revue d'infos de cette semaine, en gros titre. Michelle et Barack Obama, deux complices au pouvoir. Donc, justement, en page... 36. Oui, en page 36. Vous avez un gros dossier qui décrit Michelle Obama. Oui, exactement. Donc, en page 36, il y a un 12 pages qui décrit Michelle Obama comme étant l'atout cœur d'Obama. Donc, justement, c'est sa carte de séduction cette année avec, justement, la deuxième fois que M. Obama se présente au présidentiel pour 2012. Et donc, c'est le premier comme un président américain, africain de l'histoire des États-Unis. Et ça ne sera pas une tâche facile pour lui pour la seconde édition. Donc, ça, il faut le noter. Donc, Michelle, qui était un peu plus discrète en 2008 et qui était un peu plus méfiante dans la politique, pourrait s'avérer justement la meilleure carte cette année pour M. Barack Obama. Donc, dans le Nouvel Observateur, en page 62, Barack Obama est accusé par Mitt Romney, qui est son adversaire direct, de brader les valeurs des États-Unis. Donc, avec le titre justement « Obama face au fou d'Allah ».
Donc la journaliste Sandra Tatu a dit que justement les électeurs juifs dans les grandes majorités souhaitent la réélection de Barack Obama. Tout le monde est pour Barack Obama. Tous les sondages le prouvent. Donc les Américains font largement plus confiance à Barack Obama au niveau de la politique étrangère. Donc c'est super important. C'est tout pour ce soir? Ben non, c'est pas tout. Hein. Il y a quand même un sujet très très brûlant. Alors là, c'est... Ah oui, là, c'est... Ah oui, oui. Alors là... Non. Bon, alors allons-y. Dans le Nouvel Observateur, il y a le mariage gay. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire. Donc voilà, en page 86 et en titre, La galaxie du refus, article signé par Cécile de Fontaine. Elle explique beaucoup son contre le projet de François Hollande qui a autorisé le mariage entre personnes de même sexe, contrairement à 65% des Français. Donc les associations de familles chrétiennes et conservatrices ont violemment réagi à l'annonce du projet du gouvernement d'ouvrir le mariage aux homosexuels. Donc en fait, qui pour eux serait la porte ouverte à la polygamie et pourquoi pas à l'inceste. Donc ils vont très loin quand même dans leurs propos. Et l'Église catholique a dès cet instant lancé la polémique avec sa prière pour la France. Je pense que vous avez entendu parler de ça le 15 août. Donc souhaitant à chaque enfant de recevoir l'amour de son père et de sa mère. Donc beaucoup d'opposition entre les intellectuels, les religieux et les politiques, donc ça se tire en fait dans les pattes. Et d'ailleurs, Juppé a écrit sur son blog « Je n'arrive toujours pas à accepter l'idée que l'enfant puisse avoir deux parents du même sexe ». Tandis que Chantal Jouanneau, qui est une ex-membre du gouvernement Fillon, elle dit « Ne passons pas pour des ringards, soyons un peu plus modernes ». Donc dans le Charlie Hebdo, ils ont un petit titre un peu plus américain. C'est Dieu gay friendly, en demandant si la Bible, le Torah ou le Coran s'opposant au mariage homo. Est-ce que c'est vraiment la vraie question, quoi. Donc un mini-article de Marine Chanel a été proposé justement pour faire un petit tour du monde chrétien, juif et musulman, donc pratiquant qui affirme complètement le contraire. Qu'en fait, en France, la noce religieuse n'a plus aucune valeur juridique depuis 1791, mais l'Hexagone reste quand même à la traîne sur le mariage homo qui est déjà autorisé quand même, soit dit en passant, dans 12 pays dans le monde. Donc, mais à l'étranger, le sacrement de l'amour, uraniste ou saphique, n'est plus une exception. Donc ce sont les religieux eux-mêmes, les prêtres, les imams ou les rabbins, qui président les cérémonies homosexuelles. Donc il faut quand même noter que la réalité quand même rattrape les idéologies. Il y a quand même 200 000 enfants qui vivent dans des des familles homoparentales et qui attendent elles-mêmes d'être quand même protégées par les lois de la République. Alors finalement, je vais poser la question, pour ou contre le mariage gay? C'est-à-dire que franchement, je suis pour la liberté de chacun. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Si effectivement leur amour, c'est d'être ensemble, qu'ils soient... Vous êtes une libérale, bien. C'est important. On termine avec... Bon, on va terminer quand même avec un sujet plus local quand même, un petit coup d'œil sur le Nouvel Observateur avec XL Airways qui casse les prix. Donc c'est un titre justement dans le journal Nouvel Observateur en page 82. Donc le gros titre c'est quand même la nouvelle tornade des Antilles, quoi. Donc c'est un article de Caroline Michel. Cette nouvelle compagnie vient provoquer une petite tornade dans les airs françaises et elle annonce quand même l'ouverture à partir du 15 décembre des lignes vers la Guadeloupe, la Martinique, au départ de Roissy, au prix, franchement, accrochez-vous, de 398 €. Corsair a fait mieux. Ah oui, donc c'est quand même l'aller-retour. Oui, c'est quand même l'aller-retour. Il faut savoir ce qu'on mange à l'intérieur. Exactement, ça vous donne à manger. Donc c'est quand même 30% moins cher que Corsair, Air Caraïbes et Air France qui ont immédiatement dû s'aligner quand même au niveau des prix, quoi. Et quand même aujourd'hui, en gros titre sur le France Antilles du mercredi 26 septembre, le CHU paiera, mais pas tout. Donc les difficultés financières du CHU ne sont plus en secret, et c'est en page 5 du France Antilles d'aujourd'hui. Les faits sont expliqués donc, concernant la difficulté de trésorerie du CHU qui entraîne des inquiétudes justement au niveau du personnel et parmi les fournisseurs. Mais le CHU rassure quand même son personnel qu'il assurera toutes les dépenses relatives au salaire des fournisseurs et aussi de son personnel. C'est à suivre, ça. Mais en tout cas, tous les engagements du CHU seront honorés selon leur dire. Et le CHU quand même souffre d'un déficit structurel lié à une insuffisance de recettes. Pour répondre aux charges, le CHU a dû quand même renoncer au versement de ses charges sociales auprès de la Caisse générale de sécurité sociale et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. À suivre jeudi. C'était la conférence de presse de l'UTS, c'est pas du tout le même discours, mais enfin on y reviendra la semaine prochaine. Voilà. Mais en tout cas, pour finir, une petite note un peu plus musicale et plus fun. Dans la nouvelle semaine, en page 30, en titre « La fête
à Cassave, donc au Musical. Et le groupe de légende de la musique de Zouk va se produire le 23 septembre prochain, dès 15h, à la 8e édition du festival Musical. C'est déjà produit. C'est déjà produit le 23 septembre. Non, c'est le... Oui, donc ça s'est passé effectivement, donc dimanche dernier, excusez-moi. Donc c'est la deuxième participation du groupe à cet événement justement, et ça permet aussi de mettre en avant notre grande dame qui est dans le groupe Cassave, qui est Jocelyne Béroir. Et justement, elle a pu inviter Admiralty, Corneille et Zikenenga, en tout cas des artistes que nous connaissons très bien. Qui marche très bien. Bien. Voilà, merci Perle, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre revue de presse, on espère. Alors, retour sur l'actualité. Alors moi, je vais poser la question à Mimi, est-ce qu'une artiste suit l'actualité au jour le jour? Oui, quand même. Hein. Oui, quand même. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? Vous imaginez déjà la situation géopolitique là, qui est quand même assez tendue entre cette affaire de ce film qui est sorti et toutes les conséquences qu'on a en ce moment sur les pays arabes ou même les pays occidentaux, puisque je pense qu'on est plus ou moins tous concernés finalement. Ça me touche beaucoup en ce moment parce que je me dis qu'est-ce que ça va devenir. L'histoire nous montre que peu de choses ont découlé à des grandes guerres et là je me dis il y a tellement de tensions parmi le monde, partout dans le monde que c'est pas rassurant du tout, quoi. Je pense que c'est ce qui me... Jean-Claude, alors on revient à la page politique parce que le Progrès social n'est pas un journal artistique et culturel, encore quoi, c'est un journal politique. On a fait une revue rapidement, on est passé en revue ce qui se fait le monde. Alors on s'arrête un petit peu sur la Guadeloupe, la crise des hôpitaux. Vous n'êtes pas loin du CHBT de Basse-Terre qui est sous tutelle, vous le savez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, la position de l'ARS qui pratiquement en train de mettre sous tutelle pratiquement tous les hôpitaux? Vous savez que sur 11 directeurs d'hôpitaux, 6 aujourd'hui sont 6 hôpitaux sont sans directeur et c'est l'ARS directement qui pilote ces hôpitaux. C'est la conséquence directe de la réforme générale des politiques publiques qui avait été mise en place au début du quinquennat de Sarkozy, qui est une politique de rigueur, hein, il faut dire le mot, et qui n'est pas spécifique à la Guadeloupe, malheureusement. Et il faut bien dire que, de toute façon, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Elle faisait tout à l'heure allusion à la crise mondiale. Et il se trouve que le gouvernement français, bon, tout le monde le dit, tout le monde le sait, l'État français n'a plus les moyens. Et c'est sûr que l'hôpital en général, dans les comptes de la santé et de la sécurité sociale, c'est un poste de dépense très important. Donc, c'est vrai qu'il était tout à fait nécessaire de revenir sur un certain nombre de pratiques qui consistaient simplement à dépenser sous le principe du fait que la santé, ça n'a pas de prix. Cependant, ça a un coût. Oui. C'est un coût. Pas de prix, mais c'est un coût. C'est un coût, et c'est un coût qui est de plus en plus important, puisque les actes médicaux sont de plus en plus chers. Oui, mais Jean-Claude, quand on prive Marie-Galante de maternité... J'allais en venir. Ça n'empêche pas que je crois qu'il y a d'autres solutions que celles qui consistent simplement à sabrer dans les comptes, c'est-à-dire d'avoir une vision purement comptable. Commerciale même. Oui, purement comptable de la gestion d'un hôpital, parce que on touche à la santé des gens. Oui. Donc, on ne peut pas faire de la médecine au rabais, mais il y a certainement des postes sur lesquels il y a eu des dérapages. Oui. Donc, je crois que le bon sens doit prévaloir, mais il y a des contraintes qui viennent de Paris, hein, il ne faut pas se le cacher. Ça veut dire, ça veut dire que la politique initiée par Sarkozy, par la droite en matière de santé, est la même aujourd'hui que la politique continuée par c'est une politique libérale. Oui, c'est-à-dire que je crois que le gouvernement socialiste n'a pas encore donné un vrai coup de... n'a pas pris le virage. Non, n'a pas encore pris le virage, en tout cas sur ce domaine-là. Bon, peut-être qu'ils le feront. Mais
leurs moyens restent encore limités, il ne faut pas se le cacher. Leurs moyens restent encore limités. Et la situation, pour l'instant, n'a pas encore redémarré pour leur permettre peut-être de donner un peu de lest à la gestion des hôpitaux. Alors, je voulais revenir avec Mimi Elzy sur... tout à l'heure, Perle parlait des prix bradés dans l'aviation civile aujourd'hui. Est-ce que ça vous surprend? Je pense que vous avez un petit peu touché au tourisme à l'époque de votre vie. Dans l'aérien. Alors aujourd'hui, cette course-là maintenant, où on casse les prix pour faire venir davantage de personnes en Guadeloupe, vous y croyez comment? Pour le moment, ils sont un petit peu obligés, Perle en parlait, ils sont obligés de s'aligner à l'offre de XL Airways, qui c'est un effet d'annonce, tout le monde en parle. C'est en décembre, c'est pas... Oui, évidemment, mais c'est aujourd'hui qu'on achète les billets de décembre, donc ça a une conséquence déjà 12%, directe. Alors là aussi, c'est un attrape-nigo, ce truc-là. Mais évidemment qu'on peut pas proposer pour tout un avion, c'est un secret pour personne. Le carburant est de plus en plus cher, toute prestation est de plus en plus, les salaires même, on ne peut pas brader quelque chose qui a toujours été au sommet. Oui, je crois qu'ils sont en train de revenir un peu sur les annonces qui ont été faites, peut-être précipitamment, peut-être aussi pour servir de produit d'appel et de permettre à ce que que tout le monde s'intéresse à cette nouvelle compagnie. Parce qu'en fait, les prix, c'est à partir de 398 €. Tout à fait. À partir de... C'est aussi un produit d'appel, comme le faisaient déjà certaines compagnies, parce qu'il y a des compagnies qui proposaient des billets. C'était peut-être pas 399, mais c'était peut-être 420. Oui, mais il y avait sur un avion de 400 places, il y avait 12-15 places qui étaient à ce prix-là. Et eux, ils font tout à fait pareil. Alors, l'intérêt quand même, c'est d'une part, le fait d'introduire le low cost sur le long courrier. Voilà. Ça, c'est une nouveauté. Et d'autre part, je dirais aussi de revivifier... Parce qu'on a connu avant, il y avait une compagnie qui s'appelait UTA, je crois, qui avait essayé, on partait avec son oui, panier. Mais même en France, l'a fait, les paniers, les repas sachés. Les repas foires, oui. Mais je crois que le low cost, c'est quand même une nouvelle technique, une nouvelle technique commerciale qui est apparue essentiellement sur des vols intérieurs au début et après maintenant sur le moyen courrier. Et donc ça arrive sur le long courrier. Mais l'intérêt pour nous, je crois, c'est de revivifier aussi la concurrence. Parce qu'on avait quand même tendance à observer que les trois compagnies... Oui, ils s'entendaient. Je ne sais pas s'ils s'entendaient, mais en tout cas, on avait des prix qui étaient sensiblement égaux. Par période. Et donc, je pense que ça va donner peut-être un petit coup de fouet. Alors, on ne sait pas combien de temps. Mais il faut quand même regarder que dans le même temps, on a aussi la disparition de la liaison Cayenne-Miami. Oui. Cuba aussi a disparu. Oui, c'est-à-dire que tout le moyen courrier Caraïbes est remis à mal par l'arrêt de Caraïbes. Tout à fait. Et ça, par contre, c'est très inquiétant pour... les liaisons entre Intercaraïbes, justement, ça c'est un vrai problème, une question. Oui, mais non, en fait, c'est juste une observation. Je pense plus que c'est une stratégie de pénétration, c'est un coup de marketing effectivement pour fidéliser, de faire parler un peu d'eux. Oui. Mais c'est vrai qu'après, je pense que les prix vont se remettre à niveau. Alors, pas forcément, parce que quand on observe le low cost sur les moyens courriers, ça ne s'est pas tout à fait passé. Mais ils oublient souvent leur clientèle dans les aéroports. Oui, mais de toute façon, le service, il est à minima partout. Oui. Il est à minima dans l'avion, hors de l'avion, à l'enregistrement. Il faut gratter partout pour obtenir des tarifs. Oui, bien sûr, un tarif à peu près. Alors, deux petits mots avant de conclure sur Obama, Black President. Alors, est-ce que je pose la question est-ce que vous avez pensé que Obama peut rempiler ou va rempiler? Oui, il va rempiler, mais tu veux dire, est-ce qu'il sera réélu? Oui, est-ce qu'il va réélu? Alors, moi j'ai l'impression qu'il a toutes les cartes en main parce qu'il a un adversaire qui, je pense que c'est vraiment pour lui. Les gaffes. Oui, pour lui, c'est peut-être le meilleur adversaire qu'il aurait souhaité. Et non seulement son adversaire, mais le suppléant, le vice-candidat de Romney, il est vraiment... dans les choux. Ah oui, ça c'est vraiment, je pense que c'est le pire
Donc, Obama 2. Donc, ceci dit, quand on observe quand même les sondages, Romney, il gratte. L'écart est faible. Hein? Oui, l'écart devient de plus en plus faible. Bon, aux États-Unis, c'est souvent le cas aussi. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, l'électorat n'est pas celui auquel on croit. C'est-à-dire qu'on voit des choses dans la presse, mais ce n'est pas forcément ces gens-là qui votent. Aux États-Unis, les votes pour la présidentielle, ça ne dépasse pas 40% de l'électorat. Alors qu'en France, on est autour de 80%. Est-ce que, Jean-Claude, vous avez le sentiment, enfin je vous pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que l'électorat, on va dire, bronzé, entre guillemets, aux États-Unis, c'est-à-dire les Noirs, les Chicanos, etc. C'est un peu ça le risque pour Obama, c'est que lors de sa première élection, il était soutenu à fond par tout le monde. Voilà. Et la désillusion économique notamment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a un chômage qui est à 8%, ils n'ont jamais vu ça depuis des décennies. Voilà. Et qui s'est maintenu pendant plusieurs années. Et beaucoup de gens font le choix électoral par rapport à leur situation économique. Oui. Il y a eu la crise des subprimes qui a mis à la rue des milliers de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur logement. Sur le plan social, il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi à renverser la vapeur. Donc, les grands idéaux sous lesquels il a été élu en 2008, il ne les a plus là maintenant. Alors pourtant, on parlait d'islam tout à l'heure, d'islamistes, c'est lui qui a liquidé Osama Ben Laden, a liquidé Kadhafi, et ça ne sera pas à son crédit quand même pour lui permettre de... oui, mais c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant, je pense que la politique extérieure a encore moins d'impact sur l'électorat qu'il ne l'avait en 2008. Alors, à son crédit, il y a aussi le retrait des troupes en Irak. Oui, en Irak. C'est la France qui se retire. Oui, en Irak. Et donc, bon, ça peut-être aussi jouer en sa faveur. Oui, mais je crois que vraiment sur le plan économique... Mais aussi sur la sécurité sociale. Alors, ça c'est un bon point pour lui. Oui. Mais est-ce que ça peut se traduire dans son électorat? Parce que est-ce que les personnes qui sont concernées par la Medicare, est-ce que ce sont ces personnes-là qui votent? La dernière unique question, c'est pour Mimi. Est-ce que vous pensez déjà au 3e album? Oui. Je dis penser. Oui, j'y pense. Oui. J'y pense. De toute façon, je pense création d'abord et après le produit final, ça se fera naturellement. Quoi, 2 ans, 1 an? Oh, là, pour le moment, je fais une petite pause quand même. Je continue à créer, mais sans but particulier. Et puis après, et vous quand tournez, l'envie va parce que venir... vous avez une tournée quand même avec Malika Tironien. Et Lydia Barlagne. C'était entre avril et mai de cette année, en 2012, en Guadeloupe. Donc, on a quand même enchaîné 13 dates. C'était une expérience vraiment exceptionnelle qui a été... on va dire, mise en place par le collectif CEDAC. Le CEDAC, oui. Et ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. On a été très contente des retours. On a eu une bonne presse quand même. Les gens nous ont beaucoup soutenus. Donc voilà. Donc, ça donne envie. Ça donne envie de continuer. Là, j'avoue que tout est très calme ici aux Antilles. En plus, en septembre, tout redescend. C'est pas la période. Les gens n'ont pas forcément la tête à ça. J'ai un peu moins de sollicitations, c'est normal. Après, je profite aussi de ce moment de calme, moi, pour faire autre chose et pour aussi prendre du recul. On en a besoin de temps en temps. Vous êtes vraiment un modèle. Je vous remercie, Mimi, d'être venu. Merci, Jean-Claude, d'être venu parler du progrès social. Juste un petit mot, vous avez lu cet ouvrage? Bien sûr. Bien sûr. On y a consacré 3 pages la semaine dernière. Oui. Et il ne faut pas oublier que Axel Collongeon est une collaboratrice régulière du progrès social. J'en sais quelque chose. Ouais. Je vous remercie donc à tous. La semaine prochaine, justement, on parlera de la presse encore, mais de la presse gratuite. On fera un petit peu le tour de ce type de journaux qui pullulent en Guadeloupe. On a des invités de ces magazines gratuits qu'on trouve un peu partout. Et on parlera, bien évidemment, on va se retrouver, Perle, pour sa revue de presse. Et probablement, on n'aura pas d'artiste la semaine prochaine. C'était exceptionnel pour Mimi Nélési d'être dans la presse. Sinon, on vous dit bonsoir. À mercredi prochain. L'émission est rediffusée jeudi. Et ce sera sur le site www.caribcreole.com. Salut!